dans 100 ans, dans 1000 ans, des hommes à la tenue vitrifiée, munis d'appareils qui renfermeront la mémoire du temps, fouilleront peut-être les ruines de ce qui aura été mis en avant le palais de justice de Florac. Et peut-être qu'entre deux couches de terre et deux tas de pirailles, ils trouveront un morceau d'étoffe noire fossilisé. Alors ils interrogeront leur machine, porteuse de la mémoire de l'université, de l'humanité, de l'éternité. Ils y liront morceau d'étoffe appartenant à un costume d'une sorte de secte qui, depuis la nuit des temps, défendait les hommes, leur honneur et puis leur dignité. Défendant aussi dans les débuts du 3e millénaire les animaux disparus depuis, ces termes ayant perdu toute signification. Alors, je veux croire qu'il n'en sera pas ainsi, mais c'est vrai que c'est avec une émotion extrême que je prends la parole le dernier, parce que c'est peut-être la dernière fois que ces murs entendront un procès, fictif ou pas. Et ceci me conduit à dire que, tout ayant été dit, je crois, il me revient de resituer de façon quasiment pédagogique ce débat dans des éléments essentiels, en rappelant à celles et ceux qui sont ici ou ailleurs et qui nous écoutent et nous entendent que oui, non seulement ce palais disparaîtra, mais, comme le disait Paul Valéry, le temps du monde fini commence. Ça veut dire que depuis déjà quelques décades, nous avons entamé des transformations qui font que rien ne sera jamais plus comme avant. Rien. Et personne ne va échapper avec une accélération exceptionnelle à ces mutations de fond. Personne. Personne. Qui peut imaginer l'avenir? Personne. Et l'autre jour, au terme d'un colloque, quelqu'un posait la question, un homme qui n'est pas un analphabète, je pense à M. Robert Badinter, comment voyez-vous l'avenir? Il a dit, je ne sais pas. C'était une profonde, comme toujours, honnêteté intellectuelle, je ne sais pas. Alors ce je ne sais pas ouvre la porte à l'angoisse, bien sûr, et puis au merveilleux. Et je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il nous faut situer notre débat et qu'il faut que vous trouviez, si je puis m'exprimer ainsi, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, trouver la sortie dans un débat qui, rappelons-le, se voulait, et jusqu'au moment où je parle, est extraordinairement riche en termes pédagogiques, exceptionnel. Toutes celles et ceux qui l'ont organisé méritent de l'entendre. Mais vous allez devoir rendre une décision dans le cadre de textes existants. Et pas dans des textes rêvés, futurs, demain, oui, possible. Enfin, le tribunal, la cour d'assises, n'est-ce pas, ne peut rendre une décision qu'à partir de textes que le législateur lui donne. Alors certes, ce moment-là peut être intéressant sur le plan de la réflexion, sa forme aussi d'ailleurs, puisque, et c'est aussi le moment de le rappeler, c'est quoi un procès criminel ou un procès correctionnel ou un procès? C'est la confrontation de convictions contraires. Et c'est très dangereux. Parce que le grand philosophe Nietzsche ne disait-il pas les convictions c'est plus dangereux que le mensonge? C'est vrai. Quand on ment, on sait que l'on ment, mais quand on est accroché à des convictions qui vous empêchent de penser que l'autre a peut-être raison, on est mal barré. Et un procès criminel, ça sert à ça.
C'est-à-dire que sont opposées des personnalités, a fortiori quand il s'agit d'un jury populaire, qui rentrent avec leur vie, leur bonheur, leur souffrance, leur déchirure, leur malheur et leurs convictions vissées, chevillées au corps, et puis ils découvrent que le voisin n'a pas la même conviction. Ils découvrent que le voisin ne raisonne pas de la même façon. Et à la fin de tout ça, quand, en termes de débats qui peuvent durer une journée, 3 jours, 10 jours, 8 jours, 15 jours, 3 semaines, j'ai connu un procès récemment, 5 semaines, on demande au juré, au président, avez-vous une intime conviction? C'est pas celle du début, c'est celle qui va résulter du débat, de la confrontation et de l'acceptation, n'est-ce pas, de la position de l'autre. Et puis les gens sortent. La plupart du temps, ça fera dans 2 mois 50 ans que j'exerce ce métier avec une passion qui naturellement ne se demande pas. Ils sortent bouleversés parce qu'ils ont le sentiment qu'ils viennent de vivre quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Oui, ils sont différents, touchés, frappés, intéressés. Mais on est sorti sur quelque chose qui est un très grand moment. Alors, dans ce débat-là, et il faut le dire aussi, j'ai parlé de ce morceau d'étoffe, mais c'est quoi un avocat? C'est l'occasion aussi de le rappeler, parce que souvent c'est assez mal connu. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour masquer la vérité. C'est dérisoire. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour défendre l'indéfendable. Défendre, ça n'a jamais voulu dire justifier. Combien de fois, n'est-ce pas, dans les repas en ville ou entre copains, mais comment tu peux défendre ce monsieur qui a coupé en 4 cette petite fille? Mais il n'est pas question de lui dire qu'il a bien fait. C'est grotesque. Il suffit d'essayer de savoir et de comprendre pourquoi cet homme qui la veille buvait un coup avec vous à votre table, en quelques heures, est devenu ce personnage qui a découpé quelqu'un. C'est fascinant. Et il n'est pas un être humain. Merci, monsieur l'avocat général de m'avoir ouvert la voie par un peu de psychanalyse. J'adore. Il n'est pas un être humain qui ne renferme pas sa part de pire, qu'il contient par l'éducation, par sa culture, par l'environnement, mais elle est là. La plus belle phrase que j'ai jamais entendue sur cette humanité dans un procès criminel, il y a quelques années, l'affaire Rico, un Corse qui avait tué 7 personnes, un jugé à Draguignan. Et un expert merveilleux, mort depuis, M. Salvin de Béziers, avait examiné Rico dans les premières minutes de son arrestation, et le président lui dit, écoutez, monsieur, un personnage un peu particulier que nous avons là, qu'est-ce que vous pouvez, avant même de dégager et de développer notre travail, est-ce que vous ne pouvez pas donner une impression à la Cour de ce que vous avez ressenti, du fond de cet être? Alors le président, un peu embarrassé, vous trouvez une formule compliquée, il lui dit, écoutez, c'est pas le bon mot, mais, parce que, si je puis dire, de l'âme de ce personnage, vous déclinerez. Et j'entendrai toujours le professeur Salvin avec un accent extraordinaire, je veux dire bien pire que le mien. Il dit, monsieur le président, il dit, je ne sais pas ce qu'est l'âme d'un coupable. Mais je sais ce qu'est l'âme de l'innocent. C'est effroyable. Ça m'a profondément marqué. Alors à partir de là, l'avocat est là pour simplement accompagner quelqu'un, essayer de comprendre ce qu'il a fait, l'expliquer à d'autres, lui expliquer qu'il ne peut pas raconter n'importe quoi, ne serait-ce que pour la crédibilité de l'avocat. On va lui faire plaider qu'il fait nuit à midi ou jour à minuit, à l'égard des magistrats et de soi-même. Et puis, si d'aventure il y a effectivement des choses dans un dossier qui ne sont pas claires et qui se plaident, plaider la relaxe, l'acquittement, quand on n'est pas certain, bien sûr. Donc les choses pour moi ont toujours été extraordinairement simples. Et c'est dans ce cadre-là que, en peu de temps, en peu de mots, je vais vous livrer quelques réflexions. Sur le plan strictement juridique, ça a été abordé par les uns et les autres de façon parfaitement remarquable. Moi j'ai le sentiment très clair, et d'ailleurs M. Joliot-Beauvais nous l'a confirmé, que toutes les mesures qui théoriquement doivent être mises en place sont telles, parce qu'elles sont invraisemblables, compliquées ou pas mises en place, qu'effectivement les conditions pour percevoir si j'allais dire le loup est en infraction ou pas, elles ne sont pas remplies.
Alors à partir du moment où effectivement il y a toute une série d'autres éléments qu'on nous a évoqués, et qui pour beaucoup d'ailleurs me passionnent, parce que je reviens à ce que je disais quant au temps, ben nous faisons ça comme ça avant, et avant c'était ainsi, mais avant c'est fini. Avant c'est fini. Et ça m'est presque douloureux de le dire, parce que, encore une fois, pour ce qui me concerne, 50 ans bientôt, ben bientôt ce sera fini. Et voilà. Alors dire, mais nous menions avant les pâturages là-haut, etc., comme ça, c'est fini. Et nous savons effectivement qu'il y a des conditions économiques et financières qui sont à l'origine de tout ça. Qui affame l'Afrique? Qui fait crever de faim des millions de types là-bas? Ce sont les grands trusts internationaux, M. Beauvais le sait mieux que moi, qui pour des raisons de rentabilité occidentale, n'est pas, avec des frics énormes, font mourir de faim des populations. C'est pas le soleil, c'est pas vrai. Nous le savons. Mais en un temps, n'est-ce pas, quasiment de politique planétaire, et alors que nos institutions politiques ne savent plus à quel sens se vouer, parce que c'est difficile, c'est pas un grief. Ah ben, les forces du mal, si je puis dire, sans trop caricaturer, ont de beaux jours devant elles. Alors, comment allons-nous faire pour organiser, j'adore ça, le vivre ensemble, créer du lien? Vous savez, c'est comme l'amour. Plus on en parle, moins c'est vrai. Créer du lien, vivre ensemble, etc. C'est pas vrai tout ça. Ce n'est pas vrai. C'est pire que tout, c'est pour ça que je le dis. Et les degrés actuellement d'animosité, de violence des uns par rapport aux autres, communauté par communauté, civilisation par civilisation, c'est effrayant. C'est effrayant. Alors effectivement, au milieu de tout ça, la plupart du temps, nos gouvernants, et je ne leur fais pas le grief, quel qu'ils soient, et ça nous va bien aujourd'hui ici, le loup, la chèvre de M. Seguin, nos gouvernants sont condamnés à raconter des contes. La belle au bois dormant, la chèvre de M. Seguin, Blanche-Neige et cette naine. Et chaque jour à la télévision, j'entends un conte. Donc d'ailleurs, les citoyens savent qu'il est faux, que c'est un conte. Mais ils ne veulent pas entendre le réel. D'ailleurs, je crois que c'est Sioran qui disait, le réel n'a jamais intéressé personne. Alors, j'écoute chaque jour. La courbe se redresse, le chômage. Les clignotants sont ouverts, c'est faux. C'est totalement faux. Vous parlez des chiffres. Disant tout à l'heure, mais ces chiffres sont faux. Vous avez raison, ils sont tous faux. La plupart. Et je vous donne ma main à couper que d'ici 2017, ils seront redressés complètement. Ça va défrauder. Le chômage aura totalement décru, les portes seront ouvertes. Non, je ne condamne pas parce que c'est impossible autrement. Personne n'est en capacité de faire rêver sur de l'avenir parce que la situation est ce qu'elle est, mondiale. Tous les paramètres sont en train d'exploser. Et on ne peut donc contribuer à ce vivre ensemble que sur la compassion, l'accompagnement et le passé. Alors nous avons tout. Chaque événement, d'ailleurs, on est servi, hein, y compris d'ailleurs Charlie, etc. On accompagne. Et c'est tout ce qu'on va faire. Et c'est la raison pour laquelle, conscient de cette extrême difficulté et tension qui traverse nos sociétés, je pense que tous ceux, toute hypothèse, toute perspective qui serait destinée à éradiquer quelque chose qui incarnerait le mal, ce serait extraordinairement dangereux. Parce que les sociétés dans lesquelles, effectivement, on croit que tout a été éradiqué, et les sociétés qui courent après le principe de précaution et le risque zéro, ce sont des sociétés qui meurent. Les sociétés vivantes sont celles que naître est un risque, est un aléa, qu'il va falloir effectivement gérer. Les sociétés qui vivent sont celles qui savent affronter la mort. Les sociétés qui vivent, qui ont cette énergie, sont celles qui se confrontent chaque jour qui passe à cette difficulté et la gèrent. C'est plus difficile, mais c'est plus salvateur que de l'éradiquer. Alors, effectivement, alors chez nous, je ne vais pas dire que j'ai une tendresse pour lui, moi je ne suis pas du tout spécialiste, je suis avocat, et je fais comme un avocat, je prends un dossier, écoute les témoins qui ont été remarquables, les uns et les autres, l'avocat général, partie civile, puis il se fait une idée. Bon. Mais il me poursuit, ce loup, car il y a à peu près 65 ans, sur un théâtre d'école,
déjà, si je puis dire, je jouais. Et j'ai joué l'Arlésienne. Et j'étais Balthazar. On m'avait affublé de la même barbe que le témoin. Et je racontais la chair de M. Seguin à l'innocent. Et je lui disais à la fin, et alors, elle se battait toute la nuit. Et au matin, le loup s'est jeté sur elle et l'a mangée. Alors depuis, ce personnage, oui, m'accompagne ici ou là. J'ai toujours dit, mais il faut que ce soit compris. Et peut-être aujourd'hui plus que jamais. Moi, aux assises, vous voyez, je n'ai jamais plaidé que pour moi. Alors on me dit comment? Je dis oui. Parce qu'entre l'être que je défends qui est derrière moi et moi, il n'y a pas une différence fondamentale. Il y a un passage à l'acte, oui, oui, mais en termes d'humanité, il est moi, je suis lui. Alors tout ce qu'il peut, quelque part, je le sais. Nous n'allons pas chercher, n'est-ce pas, André Malraux, la vérité de l'homme, c'est ce qu'il cache. Et encore, non, c'est un misérable petit tas de secrets. Tout ça, nous le savons. Et c'est à partir de ça qu'il faut effectivement aborder les temps qui viennent. Alors aujourd'hui, nous avons des espaces dans lesquels les bergers ne vivront plus comme avant, mais dans lesquels, en définitive, oui, dans lesquels ces animaux sont revenus. Ces animaux sont revenus et il faut donc les gérer pour vivre ensemble. C'est curieux ces allers-retours dans l'histoire de l'humanité. Vous le rappelez, monsieur l'avocat général, il y a quelques siècles, on jugeait les animaux. On jugeait les animaux. Parce que, est-ce que c'est un retour du temps? Il faudrait convoquer, n'est-ce pas, l'éminent Fernand Braudel sur les 3 temps de l'humanité, le temps de l'histoire immobile, le temps des civilisations, le temps des êtres, et moi j'ajoute un 4e, le temps de l'instant, celui que nous vivons actuellement, du virtuel et des nouvelles techniques de communication. Alors, oui, il nous faut intégrer cette dimension, et les animaux étaient jugés. Car on estimait, en ce temps-là, qu'ils avaient une dimension qui, en définitive, permet de les faire comparaître, permettait de les faire comparaître devant une juridiction. Et puis, il est arrivé l'immense Descartes, qui a dit, mais non, l'homme est rien de plus, rien de moins, il est tout. Et là-bas, il y a les animaux-machines, une théorie extraordinaire, c'est-à-dire 3 fois rien. Bon. Et nous avons vécu avec cette prétention pendant quelques siècles, suivant lesquels l'homme, José Bové disait, l'homme a inventé la nature. Non, la nature préexistait. Il a voulu la dominer, la domestiquer et l'organiser. Oui, mais elle existait. Et donc, l'homme a commencé à vouloir faire, n'est-ce pas, l'important. Et puis, progressivement, nous en sommes revenus à d'autres théories que l'on en place, animalistes, etc., sur lesquelles, bon, ces espèces sont dignes d'intérêt, et peut-être même d'être protégées. Alors, oui, il est revenu. Il est revenu, il est là, il est plus ou moins nombreux, mais on a mis en place certaines techniques dont vous avez eu l'audace, monsieur l'avocat général. Il faut faire un peu de polémique de bonne loi. Dire que ça coûte une fortune et que par les temps qui courent, n'est-ce pas, on cherche à l'argent. Alors, je ne voudrais pas que madame le conseiller départemental qui est là le prenne mal. Je vais vous donner une solution. Je connais un peu la question. On va aller dans toutes les collectivités territoriales de France et on supprimera 3 titres qui ne servent à rien sur la totalité. Ça fait une fortune. Une fortune. Mais on ne le fera pas. Parce que celles et ceux qui devraient le voter sont ceux qui en profitent. Donc, voilà. Étant précisé que nous sommes condamnés à cette grande difficulté qui, si ou là, est encore évoquée par d'éminents spécialistes, M. Rosanvallon, Le Goff, etc., etc. Et c'est sur ce que je dis, c'est difficile. Le dernier livre de Rosanvallon, professeur au Collège de France. Gouverner aujourd'hui, c'est séduire pour survivre. Je n'ai pas dit que, attention, je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. C'est très compliqué. Mais la classe politique, le plus modeste employé municipal élu de Florac, elle est sur un tapis roulant. Sur un tapis roulant, puis en bas, il y a...
Je vois comment sont organisées les élections régionales, c'est pourtant surréaliste. Bon. Donc, revenons-en à ça. Et oui, il y a une espèce qui est là, il faut cohabiter. Je pense que les mesures envisagées sont parfaitement suffisantes, et d'ailleurs le loup ne peut pas être condamné parce qu'elles ne sont pas appliquées, et en plus sont extraordinairement utiles, parce qu'encore une fois, elles mettent dans l'obligation une profession, oui, de s'organiser, de se confronter à une difficulté qui, incontestablement, relève de sa vivacité. Alors, il ne faut pas être pénible, parce que je pense que c'est quelque chose qui suivra l'honorable parlementaire. La réalité, on l'a vu. Le loup, c'est une goutte d'eau, et le vase est une merde, mais c'est rien pour rien. Hein. Bon. Voilà, il faut quand même remettre les choses en place, et il a eu l'honnêteté qui ne m'étonne pas de le dire. Alors, vous savez, je disais que j'étais poursuivi par cette histoire du loup. J'ai encore été poursuivi récemment, mais dans 2 cas. J'étais à Rome il y a 3 semaines. Alors, effectivement, la Louve, d'accord, tout ça je connais. Mais quelque chose qui m'a beaucoup plus impressionné, c'était il y a 2 ans. J'ai raconté les immensités désolées de Nouvelle-Zélande. Il y a de quoi se suicider, vous n'êtes pas allé en Nouvelle-Zélande. C'est terrifiant. Effectivement, il n'y a pas d'eau. Il y a des troupeaux par milliers, centaines de milliers, et au milieu de ça, ça fait peur. Quelques individus, on dirait des toiles au peur, vous savez. Personne. C'est terrifiant. Je fais le nombre de suicides est impressionnant. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Bon, c'est pas ça que je veux. Un vrai pays qui se respecte, qui affronte l'avenir. Mon vieil adversaire, Montpellierin, je veux parler de Georges Frère, se disait la santé de la démocratie, c'est le conflit. Il a raison. Éradiquer toute peur, tout adversaire, tout persécuteur, c'est une erreur. Il faut le gérer, l'affronter, le voir, le tenir. Mais effectivement, ce serait une très mauvaise solution. Et puis, j'ai quasiment fini. Vous savez, je disais tout à l'heure, monsieur l'avocat général, que chaque être humain et chaque peuple renferme le pire et le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des centaines de milliers de migrants qui vont arriver? Il y a déjà des gens qui ont mis des murs, des fils électriques partout, je vois. Ah, c'est compliqué, hein. Il y en a qui sont quasiment pour flinguer les bateaux qui arrivent, pour dire oui, oui, je sais, oui, oui, c'est vrai. Au risque d'être grave, mais tant pis, le moment l'exige, puisque c'est la dernière fois. En 40 ans, devant les grandes brasseries parisiennes, panneau interdit aux juifs. C'est pas le voisin qui l'a fait, c'est nous. C'est nous. Il faut le savoir. Donc cette capacité que l'on peut avoir à exclure, à mettre en néant, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Et nous allons, je le dis tranquillement, nous allons nous affronter à des défis considérables. Il faut les affronter avec modestie, courage, volonté politique de haut niveau, perspective. Et alors je n'en veux pas aux mères ou aux couples sympathiques qui disent mais moi, j'ai un studio chez moi, j'en prendrai 2. Moi j'ai une cave qui n'est pas humide, je pourrais prendre 3 familles. C'est tragique. Ça c'est ce qu'on appelle la compassion. L'accompagnement de l'émotion, c'est pas une politique. Une vraie politique, quand elle est prise, ses effets ne peuvent être connus que 20 ans après. Or, maintenant, dans l'instant, il faut le lendemain. Non, ça n'a pas de sens. Aucun. C'est la raison pour laquelle, me méfiant de moi, de nous, et effectivement de nos capacités, d'être très mauvais, c'est monsieur d'ailleurs, c'est monsieur Morisseau, qui est critiqué par ailleurs, mais qui dit à la fin de son petit bouquin, là, ceci, car en définitive, dans ce lien privilégié qui s'est établi depuis longtemps entre 2 espèces également prédatrices, l'homme occupe bien la première place. Et ici, l'envers d'Homo sapiens a été autrement plus sinistre que celui de Canis Lupus. Oui, je le sais. Je le sais. Ce n'est pas ici que je devrais rappeler qu'en certaines années, les dragons du roi massacraient ceux qui ne pensaient pas comme eux. Oui.
Et on s'étonne ici ou là de voir une tête coupée, mais il va y avoir d'autres. Hein. Ne vous trompez pas. Inéluctablement. Alors il faut affronter de face. Et pas dire j'éradique, il n'y a plus de loup, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de là, il n'y a plus d'arabe. Non, 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 il y a. Il y a une communauté humaine qui est en train d'être bouleversée. Bouleversée que nous devons, en politique et en justiciable et en magistrat et en avocat, en auxiliaire de justice, affronter avec humilité, modestie et courage. Voilà. Alors je finis en disant que la relaxe, mais je ne peux pas passer sous silence deux choses qui m'ont perturbé et qui n'ont fait que me confirmer dans ce que je pense, mais surtout, messieurs, José Bové, monsieur l'avocat général, ne le prenez pas en mauvaise part. Que vous savez qu'un avocat est libre de son propos. Jusqu'à un certain stade, globalement, c'est une des vertus encore exceptionnelles de la robe que je porte. Monsieur José Bové dit, il suffit de changer le génome du loup. Non. Ça a été repris. C'est dangereux, hein. Parce que si on se lance déjà dans une manipulation génétique, même si ça traverse l'esprit pour rire, ça m'inquiète. Et alors, pire que tout, mais ça, il n'a pas fait exprès, monsieur le général. À l'île du diable. Eh oui. Ah, donc, merci. On y a amené Dreyfus. Et c'était pas sa place, mais on y a amené quand même. Et donc, si c'est pour évoquer le même sort que j'évoquais tout à l'heure, d'amener celles et ceux qui nous gênent à l'île du diable, ça m'inquiète beaucoup. Énormément. Et comme je suis de ceux qui pensent que nous ne sommes jamais à l'abri de rien, et que nous sommes dans une mutation fantastique, de tout autour de nous, il faut le savoir, l'appréhender, c'est merveilleux. C'est inquiétant et merveilleux. Je crois qu'il est bon de l'évoquer, simplement. Et ce procès, et vraiment je le redis, est un moment d'exception, dans un cadre précis pour faire évoluer le débat, parce que ce n'est pas ici que la solution sera donnée, puisque c'est le législateur qui naturellement le prendra en fonction de la jurisprudence qui peut évoluer. Voilà. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames, au-delà de ces réflexions personnelles qui m'engagent, qui vous engagent, qui nous engagent, je pense que ce soir, pour ce qui concerne l'accusation un peu littéraire de mon ami Madame Régine Barthélemy, une condamnation n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande ça relaxe. Telles sont mes explications. Merci, Monsieur le bâtonnier. Est-ce que là, s'il vous plaît, on continue à respecter... Ah ben alors, c'est l'extérieur qui applaudit. Donc.